D'après ce que j'ai cru comprendre, il s'agit d'un handicap de naissance. Comment l'a-t-on découvert et à quel âge? Donc, ma famille a pris conscience que j'étais sourd à l'âge de 12 mois, donc, voilà, à ma naissance. Pas vraiment tout de suite, hein. C'est vrai qu'au niveau des technologies, c'était pas encore très rapide au niveau pour détecter ma surdité. De toute façon, qu'on me détecte sourd ça n'a aucune importance tard ou tôt. Voilà, ce qui est important, c'est que dans toute mon expérience, toutes les émotions que j'ai pu traverser, je les mets à l'intérieur de tous les événements aussi. Le beau bois dormant, avec, voilà, qui va transformer le personnage en personnage sourd. On ne sait pas en fin de compte d'où vient la surdité. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est autre chose? Là, dans la fantaisie que j'ai mis dans le conte, on parle de malédiction. Mais en fin de compte, on arrive toujours à s'en sortir. Donc c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans mon conte. Donc je suis née sourde. À l'âge d'1 an à peu près, on s'en est rendu compte, on n'était pas vraiment sûr. Et c'est vraiment à l'âge de 3 ans où enfin, voilà, on a décidé de m'implanter. Et jusqu'à présent, voilà, j'ai vécu comme ça. Il y a beaucoup de médecins, c'est vrai, qui vont préconiser l'implant ortho. Il y a beaucoup de parents qui du coup suivent l'avis des médecins et puis une fois adulte, on enlève l'implant. On décide de l'enlever parce que ça devient, voilà, un choix. C'est vrai que moi, j'ai choisi de garder l'implant parce que j'ai grandi un peu comme quelqu'un qui aurait grandi avec des lunettes qui du coup s'habitue, ne veut plus les enlever. Voilà, mais rien ne remplacera le fait que je suis sourd. La surdité, en fait, pour moi, c'est mon âme. J'ai une âme de sourd. Voilà ce que j'ai envie de dire. Est-ce qu'il peut nous dire quel type de son il entend? Alors, moi, quand j'entends et ce que je comprends, je ne fais pas toujours lien entre ce que j'entends et ce que je comprends. Je ne fais pas toujours lien. Je vais entendre quelque chose et puis parfois, je vais me demander l'origine de ce son. Donc, c'est l'orthophoniste qui, lui, va rééduquer un peu mon oreille, le son. Par exemple, tout à l'heure, on entendait la pluie, voilà, des choses qui tombaient, comme quelque chose qui tombait sur le plancher, comme une porte qu'on frappe, ou comme des pas dans l'entrée. Je ne sais pas trop ce que c'est. Tous ces sons se mélangent en fait. Je ne sais pas aussi l'origine, ça vient d'en haut, d'en bas, à droite, à gauche. Au niveau du son que j'entends, parfois c'est très confus. J'ai pas tout, voilà, tous les détails. Et parfois, je ne peux pas tout traduire dans ma tête. Et pareil, quand on parle, en fait, quand on parle, je ne comprends pas tout de suite, non plus forcément. Mais voilà, c'est dur à comprendre aussi. Parfois, il faut faire aussi un peu l'effort d'articuler. Il y a une différence entre entendre et comprendre. Il y a tout, voilà, il y a tout un processus. Au niveau de mon parcours, voilà, c'est vrai que s'il est proche de beaucoup d'autres personnes sourdes, hein, au niveau du choix de l'éducation, des obstacles que j'ai pu rencontrer. Voilà, c'était par rapport à mes parents qui voulaient, voilà, que je m'améliore, que ma vie soit pour le mieux. La surdité, c'est pas un énorme problème. Le vrai problème vient de la société, comment on est intégré à cette société. Voilà, il y a eu plusieurs changements au niveau éducationnel. Enfin, je me suis construit par rapport aux différents enseignements que j'ai reçus, avec mon intégration avec les entendants, avec les écoles spécialisées, enfin, aussi les écoles avec ABS, interprètes, etc. Il y a différentes expériences possibles. Et c'est les relations professeurs-élèves, comment ils nous perçoivent en tant que sourds. Voilà, parfois il y a une certaine violence, des moqueries, des discriminations que l'on veut subir, de la haine aussi, ou de l'indifférence. Tout ça, en fait, c'est ce que la société va provoquer chez les sourds. C'est pas les sourds le problème. Pareil, c'est comme si j'étais née noire ou, voilà, ou de couleur, ça ne change rien. C'est la société, le regard qu'elle va porter sur moi qui va changer quelque chose à ma vie. Donc au niveau de mon apprentissage de la langue des signes, à 5 ans, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. Avant, on avait plus un code gestuel dans ma famille pour communiquer. Et j'ai appris à parler tard, à 10 ans. À 10 ans, oui. Voilà, moi je voulais apprendre à parler, j'ai dit ça à mes parents ont dit ok, ils m'ont emmené chez l'orthophoniste. Et ce qui est important par rapport à mon évolution personnelle, voilà, c'était
j'arrivais pas à communiquer, j'arrivais progressivement. Ah oui, j'avais mes cousins, voilà, on avait beaucoup de cousins dans la famille, elle avait du mal à communiquer, avec la Russie ça marchait pas, et dès que je parlais, ils me comprenaient. Donc c'est un peu de là vient cette envie en fait, envie de partager, voilà, le fait que je sois entre la langue des signes et l'oral. Mais c'est vrai que la langue des signes c'est ma première langue. Le français écrit ou lu, parlé c'est ma deuxième langue. Après, il y a l'anglais, l'allemand, l'espagnol, il y a beaucoup de langues. J'ai appris. Donc, au niveau des études, je suis allée jusqu'au bac technologique, STI. C'était art appliqué à Paris. J'ai été diplômée. Ensuite, pendant 7 ans, j'ai étudié l'histoire à l'école du Louvre. J'ai fait histoire de l'art. Voilà, c'était assez long. C'était doublement dur pour moi, puisque voilà, au niveau des devoirs, au niveau du français, j'ai fait beaucoup de cours, j'ai résisté, j'ai essuyé beaucoup d'épreuves et je suis finalement arrivée. Voilà, mon métier c'est guide conférencier au musée depuis voilà, 2011. Voilà, il y a des débats pour le public sourd en langue des signes que j'organise voilà, dans la région parisienne. Bien sûr, la langue des signes est en lien avec la communauté, c'est ça qui est très important, la communauté sourde. Et c'est mieux que ce soit les sourds eux-mêmes qui créent des nouveaux signes, par exemple, qui s'expriment en langue des signes, tout ça, il faut le valoriser. Il y a aussi des règles de grammaire, des structures, il y a une linguistique de la langue des signes, tout ça, c'est très important. Souvent, les entendants croient que c'est très facile d'apprendre la langue des signes. C'est comme le français, en fait. Un mot, par exemple, par exemple un mot anglais, je sais pas moi... En week-end, bon, ça vient de l'anglais en fait, on l'a mis dans le français. Et du coup l'académie a dit non, c'est un mot anglais, et du coup on l'a quand même accepté. Et les sourds aussi, il y a des nouveaux sites qui arrivent, et il faut que les sourds l'acceptent pour qu'ensuite ils soient diffusés. Donc c'est vraiment, la langue des signes, la priorité c'est la communauté sourde. D'accord, moi je suis guide conférencier. Voilà, quand il y a un mot que je ne connais pas en langue des signes, souvent, pardon. Au niveau de l'histoire, il y a parfois des noms de personnages historiques, des personnages historiques qu'on n'a pas encore baptisés. Donc on essaye de, par exemple, les rois de France, on essaie de les baptiser avec un signe. Et la structure, la base de tout ça, c'est l'iconicité. Donc on va essayer de connaître l'histoire du roi de France, par exemple, et on va pouvoir le baptiser selon, par exemple, au Moyen-Âge, Louis VI, on le cite ainsi, avec le 6. On le signe avec le pouce autour du ventre. Parce qu'il y a des textes qui racontent que ce roi était très gros. Hein, et souvent, il était, voilà, on le servait et il se mettait le ventre contre la table pour pouvoir manger, en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait avec le pouce ce signe-là. On s'intéresse à l'histoire du personnage. Au niveau de la grammaire aussi, par exemple Louis XIV. On va le signer comme ça, Louis XIV, avec voilà, la perruque qui descend. Ou Louis XVI, voilà, comme il a été décapité, on va le signer avec, voilà, on va le signer par le mot décapité, en montrant qu'il a été décapité. Donc c'est vrai que le signe est en lien avec une image afin qu'il y ait un moyen mémotechnique pour les sourds de s'en emparer. Donc là, on a le texte qui raconte l'histoire et là, on voit la peur s'exprimer sur le visage des personnages, avec la bête qui arrive, et pareil, son regard, par exemple. Donc il y a 4 clés dans mon monde, l'histoire, l'art et la royauté. Et enfin, la couleur. Voilà, c'est les 4 clés pour pouvoir entrer dans mon monde. Donc ça c'est en lien avec l'histoire du livre, hein, le conte. Là on voit Arthur et Édouard ensemble. Voilà, on parle des meubles, on parle de toutes les fournitures qu'il y a à l'intérieur du salon. Et là il y a un petit clin d'œil, on voit un tableau au fond.
Bon, j'ai fait ça avec un montage, avec une photo. Voilà la reine. Ah oui, on voit le tableau déchiré par la bête. Hein. On voit la griffure sur le tableau. Et le parquet rappelle en effet Versailles. Puis, voilà. Et là, c'est quoi? Donc là, au niveau des références, c'est où? à votre avis, voilà, c'est au milieu. Hein. Ici, on voit un de mes tableaux préférés. Voilà, c'est la balançoire, le fragonard. Et c'est ça, j'ai essayé de parsemer de références qui me sont chères chaque image. Et du coup, l'architecture, on peut la voir, c'est du XVIIIe siècle. Hein. Voilà, rien d'imaginer, tout est réel, tout provient du réel. Voilà, on cherche voilà, le conte que l'on va imaginer, aussi avec la surdité, l'homosexualité, tout ça est inspiré du réel. On sait bien sûr que la royauté en France est terminée. Voilà, on va pas, il y a aussi eu la République, il y a eu les différentes périodes, et toutes ces choses-là, toutes ces références historiques, on va les représenter. On essaye aussi un petit peu d'enlever, de faire raffiner, voilà, on essaie de mettre certaines choses raffinées à l'intérieur du conte, une certaine galanterie, voilà, la beauté aussi des rêves. Donc ça, c'est une sorte de moquerie caricature d'un événement que j'ai vu, que j'ai pris et que j'ai retransposé dans mon écriture. Et ça devient la Révolution. Retransposer ça à l'époque révolutionnaire. Donc c'est vrai qu'on voit souvent à la télé des mariages princiers au balcon, c'est très relayé par les médias, et souvent on va fantasmer sur ces choses-là. Et moi, c'est vrai que ça aussi, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup fantasmer, hein, ces images-là de mariage princier. C'est une très bonne question en fait, au niveau de la littérature française, par rapport aux personnes sourdes, comment on va créer du lien. Voilà, pour comprendre un texte, au niveau du style, souvent, voilà, ça dépend des goûts de chacun, il y a de la poésie. Voilà, c'est vrai qu'au niveau de la poésie c'est compliqué parce que pour les sourds c'est très compliqué, c'est très sonore avec les rimes, tout ça, les assonances. Ceux qui ont eu une éducation oraliste peut-être arriveront plus à saisir du poème, mais au niveau voilà, de la poésie c'est plutôt tout ce qui est gestuel, visuel, par rapport au chant-signe. C'est très différent justement, chant-signe et... Attends, je suis désolée. Chant-signe, poésie différente. Voilà, donc il y a, dans le monde sourd, il y a le chant-signe et qui va se différencier complètement de la poésie. Et donc il y a aussi les contes, les biographies, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir accès à ça parce que d'un coup, voilà, je vais voyager dans un univers parce qu'il y a des images qui du coup se construisent et créent une histoire en moi. Et en tant que sourd, voilà, j'ai besoin que ce soit comme dans un film, que je saisisse au niveau des déplacements, de l'espace, que je saisisse tout ça dans mon imaginaire. Et le français fonctionne plutôt par mots, alors que les signes, eux, c'est une autre structure. Voilà, il y a par exemple la polysémie des mots. Donc par exemple, le mot... Par exemple, le mot table. Le mot table, là, que je viens d'épeler. Donc vous lisez le mot table. Donc vous avez besoin de savoir qu'il y a 4 pieds. Les sourds, eux, ils vont décrire la forme de l'objet en 3D. Donc ils ont déjà visuellement dans leur langue la forme de la table. Ils vont pouvoir directement dire c'est une grande table, une petite table. Alors que voilà, nous vous êtes obligés en français on est obligé de dire une grande table. Alors que les sourds ne sont pas obligés de dire grande table, ils vont montrer, ils vont visuellement, voilà, essayer d'exprimer ça visuellement au niveau de la forme de la table. Ou par exemple,
les boucles d'or et les 3 ours. Vous savez, il y a une petite chaise, une grande chaise et une très grande chaise, les différentes tailles de chaises. Et bien visuellement, en langue des signes, d'un coup, l'enfant il va rentrer dans ce monde-là, parce que la langue des signes va montrer la taille des chaises directement. C'est-à-dire qu'il va se plonger dans le 3D que permet la langue des signes, il va se plonger dans l'univers, par exemple, de ce conte. Au niveau des références littéraires, ce que j'aime beaucoup, eh bien, au 19e siècle, il y a un auteur, voilà, Balzac, Zola, Victor Hugo. Tous ces auteurs-là, en fait, sont une source inépuisable de descriptions, d'informations. Donc on sait, ils nous informent sur tout ce qui se passait à l'époque, dans la rue, les passants. On peut dire aussi que la littérature peut être très vivante, par exemple dans les pièces de théâtre de Molière. Mais c'est vrai que c'est facile, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a beaucoup d'humour, tandis que dans les tragédies, voilà, c'est qui ça? Racine, dans les tragédies de Racine, ouais, il y a la poésie aussi, donc c'est très oral, c'est voilà, très bavard et ça peut être épuisant. Voilà, on sait en plus que ça se termine mal, que tout le monde va mourir, donc c'est moins intéressant pour les sourds. Mais c'est un vaste monde, le monde de la littérature. Hein, et c'est vrai que le français, la langue des signes sont complètement différents. L'écrit c'est difficile de transposer ça en langue des signes, puisqu'il faut souvent voilà, essayer de travailler avec un écrivain. Les écrivains publics, en fait, qui connaissent la langue des signes, ou bien les interprètes aussi, c'est possible, hein, eux-mêmes font le pont entre les deux langues. Hein, donc c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux. Eux, par exemple, ils peuvent transposer visuellement le 3D, la langue des signes qui est en 3 dimensions, en une grande description de phrases, en fait. C'est-à-dire Tu veux dire donc qu'il y a des auteurs sourds qui travaille avec une personne entendante et que c'est la personne entendante qui écrit le texte de la personne sourde qui l'aurait signé? Pas toujours. Par exemple, moi-même, j'ai écrit. Après, j'ai bien sûr fait des erreurs de français, de grammaire, tout ça, hein, mais donc j'ai donné un premier essai à une personne entendante. Mais c'est quoi cette structure? C'est une structure plutôt de la culture sourde, donc elle l'a changée en une structure grammaticale qui respectait le français. Mais elle a été fidèle, bien sûr, à ma langue des signes. Il ne s'agissait pas d'une correction de mon français, il s'agissait en effet d'une traduction. Voilà, mon style, mon humour, la façon que j'ai de raconter. Tout ça, la personne avec qui j'ai travaillé, cette dame-là, elle m'a dit ah, c'est vrai que tu aimes beaucoup Versailles, on a discuté de tout ça, mais oui, il y a des mots justement qui viennent de mon univers, de ce que j'ai vécu dans mon enfance, et du coup elle a respecté ça dans son aide à la traduction. Et est-ce que tu inventes des signes nouveaux par rapport à un texte que tu vas écrire? Car je sais que tu fais partie de ceux qui peuvent rajouter des mots au lexique des sourds. Non, en fait, je n'invente pas des signes, en fait. Les signes, ils sont là, ils sont présents. C'est des personnes, bien sûr, par exemple, il y a des noms de personnes, Arthur, Édouard, les noms des personnages, je dois inventer un signe, Cyrilion aussi, voilà, qu'on va signer comme ça. Ça, c'est des signes que je vais baptiser mes personnages, donc je vais créer un signe. Mais ce qui est important, c'est au niveau de la psychologie des personnages. Voilà, par exemple, il y a des... Enfin, on l'appelle le beau bois dormant, il y a 3 fées qui vont s'occuper voilà, du personnage, du beau bois dormant. Et ces 3 fées, en fait, pour moi, c'est en fait un peu mes tantes. Voilà. Voilà, donc Cyrilion, voilà, la belle-mère, dans l'histoire de Cyrilion, en fait, voilà, il y a beaucoup de méchanceté, et tout ça, ça vient de mon professeur de français que je détestais, par exemple, qui n'aimait pas la langue des signes, qui souvent, voilà, m'attaquait. J'ai pensé à elle en écrivant ce personnage.
Elle n'aimait pas les personnes sourdes, elle était plus pour les entendants. Et c'est vrai qu'en 1880, au niveau de l'histoire de la communauté sourde, il y a eu le congrès de Milan. Et il y avait des professeurs, des Italiens, Français, étrangers, du monde entier. Il y a eu une grosse polémique et on a valorisé l'éducation oraliste pour les sourds. Et ça a été voté. Et donc on est parti sur l'éducation oraliste. Et la langue des signes a été mise de côté. Pas interdite, on dit souvent ça, mais mise de côté. Ça veut dire, depuis 100 ans, la langue des signes a été un peu bâillonnée. Une sorte d'obscurantisme dans lequel a plongé la langue des signes. Et puis ça fait pas longtemps, il y a eu un réveil sourd dans les années 80, et qui a permis à la langue des signes voilà, de rayonner davantage. Il y a une question très importante qu'on me demande souvent, c'est pourquoi j'ai choisi ces 4 contes classiques, hein, célèbres, de la littérature, du conte, voilà, ces 4 contes-là. Il y a 4 raisons à ce choix-là. Le premier, voilà, la princesse a besoin d'être sauvée. Donc moi j'ai voulu débarrasser le conte de personnages féminins. Voilà, les femmes sont avec les hommes. Les femmes n'ont pas besoin d'hommes. Voilà, les femmes n'ont pas besoin d'hommes pour être sauvées, pour être forts. Voilà, je t'embrasse, je te sauve. Alors que la femme, là, aujourd'hui, elle est indépendante, elle peut se débrouiller toute seule, pas besoin d'un homme. Dans la deuxième histoire, en fait, j'ai eu envie de réfléchir sur le lien familial. Voilà, la valeur de la famille. Voilà, en tant que personne morale. Voilà, le caractère quatrième. Non. Il y a 4. Le pauvre dormant, ah oui, elle est innocente. Ah oui, il y a 4. Chaque conte, en fait, décrit 4 caractères différents de personnages. Le beau et la bête, c'est l'honnêteté, la droiture, le courage. Voilà, il va jusqu'au bout. Troisième conte, Cyrillon. C'est voilà, c'est rester positif, être patient. Et enfin, le quatrième, on va dire, ce serait le caractère de l'engagement et d'être serviable. Voilà, par rapport à la naïveté aussi. Aussi par rapport à la naïveté. Voilà, avec la pomme qui va devenir, voilà, la pomme qui va être tentation. Et c'est vrai que cette tentation-là, on peut la comparer au monde sourd, avec une personne sourde qui va être tentée d'apprendre la langue des signes et qui parfois peut tomber peut-être dans un piège. Donc, la quatrième raison, c'est que oui, les 4, en fin de compte, vivent au château. Dans un château, c'est un peu le point de rencontre. Et oui, chacun vit dans un château. Le beau roi dormant vit dans le château, la bête dans le château, voilà, les 4 vivent dans... Voilà, chacun vont habiter dans un château. Mais bien sûr, moi-même, j'ai une passion pour le château de Versailles. Et comment les sourds ont reçu ce livre, la communauté sourde? Il y a beaucoup de sourds, en fait, à la lecture, qui ont été très étonnés. Voilà, parce que c'est une histoire ancienne, souvent aussi, qui rappelait souvent que la langue des signes Ah oui, il y a un autre auteur... Attends, ça va trop vite. Beaucoup ont été étonnés, en fait... Parce qu'en général, quand les sourds écrivent une histoire, ils vont raconter voilà, leur expérience de vie, que, voilà, au niveau de l'éducation oraliste, que c'était compliqué, l'identité de sourd. C'est souvent les mêmes thèmes qui vont revenir. Et moi, d'un coup, j'écrivais une histoire en utilisant la fiction du conte. Voilà, et en utilisant, voilà, j'ai changé quand même un petit peu la fiction en utilisant un héros sourd. J'ai changé de point de vue.
Et là, il y a eu beaucoup de négativité. Toute la négativité, j'ai essayé de cette histoire de souffrance des sourds, j'ai essayé de la balayer et rajouter un peu du rêve, rajouter une sorte de positivité à cette histoire-là. Beaucoup de personnes entendantes qui connaissent la langue des signes l'ont lu et m'ont dit oh, c'est beau, c'est une belle histoire, il y a des émotions. Voilà, on sent l'humanité qui transparaît de ce conte, on sent qu'il y a beaucoup d'affection, on se sent proche de ce conte, et voilà, on sent l'affection, on sent quelque chose de très affectueux. C'est montré famille. Et c'est vrai que j'ai montré ça à ma famille qui est entendante, mes parents l'ont lu, il y a une sorte de déni, ils m'ont rendu le livre, surtout au niveau de l'homosexualité. Et surtout le mot homosexuel, quand deux hommes s'embrassent, tout ça, c'était compliqué à admettre. Voilà, c'est le prisme de différents points de vue en fait. J'ai pas encore eu le retour des entendantes qui ne connaissent pas la langue des signes. Je l'ai pas encore eu. Voilà, ces personnes-là qui n'ont jamais vécu le monde sourd, je ne sais pas encore ce qu'ils en ont pensé. Il y a des professeurs des écoles qui l'ont lu, par exemple. C'est important de savoir comment ils ont réagi, les enfants aussi. J'aimerais savoir un peu voilà, comment, en rentrant dans mon monde par la lecture de ce livre, je ne sais pas encore voilà, comment ils vont réagir avec le confinement, tout ça. C'est vrai, je l'ai imprimé pendant. Il a été édité pendant le confinement. Je ne sais pas encore les retours. On verra bien. Voilà, on verra bien ce qui va en être de ces retours de ces enfants et de ces professeurs.